Bienvenue à tous et à toutes, Vous êtes avec Testeur de CBD je suis Oro. et moi c'est Ben. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode des podcasts producteurs et nous recevons pour ce deuxième épisode la ferme de Pigerolles. Tu travailles à la ferme de Pigerolles en tant qu'employé ou responsable, il nous semble, tu vas nous dire. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ton poste, ce que tu fais à la ferme? Ouais, alors petite correction, moi je suis pas responsable de la ferme. La ferme en fait c'est un GAEC, il y a trois associés. Ok. Je vais les rejoindre dans pas longtemps au sein du GAEC, mais pour le moment je suis seulement consultant indépendant pour la ferme. Ok. Et c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est culture, transformation et commercialisation des produits à base de chanvre. Et ça fait longtemps que tu as rejoint la ferme? Ouais, ça va faire 4 ans que le projet a démarré et 3 ans et demi que je suis arrivé à Pigerolles. Et pour ceux qui connaisseraient pas du tout la ferme, est-ce que tu peux nous la situer, nous dire un peu sa spécialisation, ce que vous faites? Alors nous, on est à Pigerolles, en plein cœur du plateau des 1000 vaches en Creuse. Donc on est l'un des endroits malheureusement les plus dépeuplés de France. Il y a très peu d'activités ou d'emplois sur le site. La ferme, historiquement, on faisait principalement de l'élevage et de la culture. Donc, on a un cheptel d'une centaine de vaches. On fait aussi de l'élevage de porcs. Là, on a un petit peu arrêté cette activité parce qu'on peut pas tout faire en même temps, mais on veut aussi des agneaux. Et on a quasiment 360 hectares de terre. La moitié sont cultivables, labourables. L'autre moitié, c'est des tourbières, donc on peut seulement y laisser les vaches pour qu'elles nettoient un peu et entretiennent les tourbières. La principale culture avant, c'était le blé noir, le seigle et tout ce qu'on a besoin aussi pour donner à manger au bétail. Et là, depuis Ok. 4 ans, on a essayé de se diversifier un petit peu et se lancer sur le chanvre à fleurs et travailler les produits à base de fleurs de chanvre. Donc, on avait aussi un labo aux normes CE où on transformait toute la viande. Tout ce qu'on produisait à la ferme était vendu en vente directe. Enfin, pas tout, mais quasiment 90%. Aux Et clients finaux, tu veux dire? nous, nos clients finaux, c'était principalement de la restauration collective, des cantines. Et on avait Mhm. un restaurant à la ferme qui nous permettait de passer aussi une bonne partie des produits en leur donnant une valeur ajoutée non négligeable. Ce qu'on a connu avec le Covid, malheureusement, au premier confinement, les cantines se sont retrouvées fermées. Les restaurants collectifs, pareil, le restaurant à la ferme fermé. Donc, on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires sur la transformation de viande. Donc là, on a décidé de prendre un tournant radical. On a licencié le boucher qui travaillait pour nous et on s'est réorienté dans ce labo-là sur des produits transformés à base de chanvre et faire que de la transformation végétale. C'est comme on l'entendrait, où vous pouvez analyser des produits, ou c'est plus un laboratoire de transformation ou... Non, c'est un laboratoire de transformation. Donc on fait dedans, on fait tout ce qui est déjà la première étape, le bocage, la manucure, et puis après on va passer à des petites transformations ou des transformations un peu plus conséquentes. On fait la mise en sachet et les commandes partent directement du laboratoire. Nous, pour le moment, on ne distribue pas aux particuliers. Notre secteur d'activité, c'est vraiment vente aux professionnels, aux revendeurs, au e-commerce. On travaille aussi avec des épiceries fines qui distribuent nos produits, des magasins de producteurs. On a un tas de débouchés différents, quoi. On travaille aussi un peu avec les biocoop. Et là, on est Mhm. sur le point de rentrer aussi dans une parapharmacie qui est nationale. Du coup, parce que là, du coup, on a parlé du coup d'élevage et maintenant de fleurs. Ça s'est passé comment la transition en fait de l'élevage, de la culture à la culture du coup de fleurs, de cannabis. J'imagine que il y a eu des difficultés en fait dans cette transition, peut-être des soucis que vous avez rencontrés dans l'accomplissement du nouveau projet quoi.
Alors, je vais refaire un petit coup d'historique pour que vous compreniez bien comment on en est arrivé là. En Creuse, on avait une usine GMS à la souterraine qui embauchait quasiment 200 personnes. Et du jour au lendemain, l'usine a fermé et tous les employés se sont retrouvés sans travail. Nous, 200 emplois en Creuse, c'est énorme. Il y a 110 000 habitants en Creuse, même pas. Donc, quand d'un coup, dans un village, on met 200 personnes au carreau, ça fait vite une petite crise. Et du coup, on a eu le Premier ministre qui s'est déplacé à la souterraine quand les ouvriers manifestaient. Et les élus locaux l'ont rencontré. Les élus locaux, comme à chaque fois, eux, ont demandé des aides pour aider le territoire à survivre. Je ne sais plus si c'était le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, ce sera vérifié. Et donc, lui leur a proposé un rendez-vous à l'Élysée et de parler directement avec Macron de la situation. Donc, quand ils sont allés à ce rendez-vous, Macron leur a proposé quelque chose qui n'avait jamais été fait encore en France. Il leur a proposé que ce soit les élus locaux qui remontent des propositions de terrain au plus haut de l'État et il a proposé des dérogations possibles si jamais il y avait un projet qui sortait du lot. Et nous, on a un de nos élus locaux qui est Éric Correa, qui est un des militants sur le cannabis thérapeutique. Du tac au tac, il a répondu en Creuse, on va lancer le cannabis thérapeutique. Du coup, il y a eu tout un élan autour du cannabis thérapeutique. Il y a eu plein de réunions qui ont été organisées dans les quatre coins de la Creuse. Et c'est là où, en Creuse, on a commencé à décider de développer non seulement la filière cannabis thérapeutique, mais en plus la filière bien-être. À une de ces réunions, j'ai rencontré Joanie, c'est ses parents qui sont les créateurs de la ferme. Et je lui ai parlé aussi de mon projet de travailler sur ce domaine, de venir m'installer. Et je lui ai proposé de faire venir des containers maritimes à la ferme, de les transformer en salle de culture pour qu'on puisse faire nos premiers essais sur des plantes de chanvre. Donc, on a accroché direct et quelques semaines après, il y a le premier container qui est arrivé et on a commencé à travailler. Donc, nous, le seul problème qu'on a rencontré, ça a été un problème législatif. Aujourd'hui, en France, on a un décret qui date de 1990 qui interdit aux agriculteurs français de pouvoir toucher la fleur, de la transformer, de la récolter ou de faire quoi que ce soit dessus. Est-ce que tu te sens hors la loi en faisant ça? Est-ce que, du coup, comment ça se passe? Parce que sur nous, en tant que, tu vois, on est des lecteurs de groupes Facebook, on est des consommateurs et on lit tout et n'importe quoi, tout le monde se contredit. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux en dire vu que tu es dans la bonne position pour en parler? Alors moi, je me considère pas du tout hors la loi, c'est plus la loi qui est hors la loi. La preuve, c'est que la position française, le 19 novembre dernier, a été recalée par la Cour de justice européenne, l'Europe considère le chanvre dans son entièreté comme une plante agricole. On a même l'équivalent de la Mildeca au niveau européen, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le chanvre parce que c'était considéré comme une marchandise agricole. Donc seul l'équivalent de notre ministre de l'Agriculture au niveau européen pouvait prendre des décisions sur cette plante. Nous, en France, on se retrouve aujourd'hui, depuis qu'il y a eu l'arrêté Canavap, on se retrouve dans une situation où on autorise un produit qui vient de l'étranger. Donc, comme on le sait tous, les deux principaux fournisseurs aujourd'hui, ce sont les Suisses et les Italiens, qui ont une réglementation différente à la nôtre sur les produits à base de CBD. En Suisse, on est à 1%, en Italie, on est à 0,5 ou 0,6%. Du coup, toutes les cultures qui sont faites dans ces pays-là sont faites suivant ces taux. Et pour être vendues sur le marché français, on assiste à des rabaissages au solvant, des produits chimiques. Par-dessus, on va repulvériser de l'isolate, des terpènes dont on n'a aucune traçabilité. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vend dans les boutiques en soi-disant produit bien-être. On est très loin d'un produit bien-être et pour moi, on est plus proche d'un vrai scandale sanitaire. Donc nous interdire, nous, producteurs biologiques, qui travaillons sans aucun rabaissement, sans aucun rajout, de vendre nos fleurs, pour moi, c'est pas nous qui sommes dans l'illégalité, mais c'est vraiment la France qui est complètement à la ramasse sur ce sujet.
Ouais. Non, mais on partage la vie et c'est vraiment douloureux de vous voir comme ça, quoi. C'est pas du tout un truc dont nous on se réjouit à travers nos tests ou quoi. On l'a souvent dit et on a hâte de pouvoir mettre les Français en valeur, quoi. Nous, là, on a monté une association, l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Donc, on a Mhm. essayé de regrouper un maximum d'acteurs de cette filière qui ont commencé comme nous à rentrer en désobéissance et qui vendent, qui transforment leurs produits. Donc là, pour le moment, on doit être une trentaine. On a une centaine de personnes qui sont en attente d'inscription. C'est-à-dire que dès le mois prochain, on représentera plus de 130 personnes qui, sur le territoire français, ne suivent pas cette loi complètement stupide. Et qu'est-ce que je voulais dire? En plus, le chanvre, bah, déjà, la France, tradition agricole, déjà, donc vous avez la légitimité, je pense. Surtout en Creuse, a priori, je crois que c'était une région. En France, jusqu'à ce que le CBD commence vraiment à se développer, on avait 60% de la surface chanvrière européenne. Dès que c'est développé, on a perdu énormément de parts de marché parce que les pays de l'Est se sont lancés à fond. Et aujourd'hui, Ouais. on se situe légèrement en dessous des 50% de la totalité des surfaces cultivées en Europe. Donc, ce qui est énorme, quoi. Ça représente c'est une vraie opportunité pour vous, déjà que les fermiers, c'est un monde en souffrance. Donc là, il y a une vraie opportunité pour vous, un vrai espoir, quoi. Bah, nous, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'élevage, bah, malheureusement, je connais pas d'agriculteurs qui vivent de l'élevage. Ce qui fait vivre un éleveur, c'est les aides. De plus, en Creuse, les aides représentent plus de 200% du salaire de l'agriculteur. Donc nous, ce qu'on demande tout simplement, eh ben, c'est de pouvoir travailler cette plante. On n'aura plus besoin d'aide pour vivre et tout le monde sera heureux. On pourra redistribuer cet argent à d'autres secteurs qui sont en souffrance. Ouais, la solution, elle est là devant nous, quoi. Complètement. Et on est en train de mettre tous les freins possibles et imaginables sur cette filière parce qu'il y a 0,2% de THC dans la plante. C'est une pure hypocrisie. Et aujourd'hui, on voit les personnes qui sont les chanvriers historiques, l'interprofession du chanvre, Interchanvre, qui nous a mis des bâtons dans les roues vraiment depuis le début de cette histoire et qui aujourd'hui a fait alliance avec tous les industriels qu'on peut imaginer, Robertet, Leclerc, L'Oréal. Ils ont monté un nouveau syndicat qui s'appelle l'UIVEC et ils sont en train d'essayer qu'on fasse exactement le même schéma que sur l'élevage, c'est-à-dire que l'agriculteur produise, que eux achètent la matière le moins cher possible et que ce soit eux qui la transforment et qui fassent le maximum de bénéfices sur la transformation. On assiste déjà à une privatisation de la valeur ajoutée qui va aller encore aux industriels qui eux, n'ont jamais pris position, mais depuis le 19 novembre, qui commencent à se bouger dans tous les sens. Donc nous, on ne demande pas grand-chose, on demande juste de pouvoir continuer à cultiver cette plante, de pouvoir transformer nos fleurs à la ferme et de pouvoir vendre nos produits finis avec, si la législation ne bouge pas, déjà 0,2% de THC dans les produits finis. Aujourd'hui, on va vers une réglementation, il faut le savoir, on va vers une réglementation française à 0% de THC dans les produits finis. C'est ce qui est demandé par cette union d'industriels. Ils sont sûrs de bloquer la filière. Nous, agriculteurs, on est incapables de s'acheter un extracteur CO2 à 400 000 ou 1 million d'euros, un purificateur à 180 000 euros et un tas d'installations qui feront déjà un produit qui ne sera pas de qualité pour le client final, parce qu'on a besoin de toutes les molécules pour que le produit soit vraiment qualitatif, de faire un modèle, de nous acheter une matière à 3 francs 6 sous, de faire de l'isolate en masse et d'incorporer ça dans tous les produits agroalimentaires ou cosmétiques qu'ils auront envie. On va complètement à contresens de la logique. Et en plus de ça, nous, depuis le début, on se bat pour une filière bio. Quand on parle d'isolate, malheureusement, le bio, ça n'existe pas. On est d'accord que même s'ils font leur syndicat, leur rassemblement industriel, ça sera pas ça la finalité, on est d'accord. Eh ben non, on est loin d'être d'accord parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'arrêté de 90 qui est en train d'être écrit, qui va structurer la filière. Et les personnes qui se sont assis à la table avec la Mildeca entre guillemets, qui n'a aucune légitimité pour statuer
sur le chanvre bien-être, qui est une matière agricole qui doit être seulement réglementée par le ministère de l'Agriculture. Donc là, c'est la Mildeka qui nous avait mis des freins il y a 3 ans, qui nous a bloqué la filière, qui nous a envoyé des contrôles dans toutes les boutiques, qui a fait fermer, qui a mis des gens dans une misère pas possible. C'est elle qui est en train de réécrire cette loi. Et à côté d'elle, pour la réécriture de la loi, les seuls qui ont été entendus, ça a été Interchanvre et l'UIVEC. Nous, via la FPC, on a demandé à être entendus, on nous a refusé. Les députés qui ont proposé un rapport parlementaire, on leur a refusé d'être entendus à la Mildeka. Les seuls qu'on a voulu entendre, c'est le groupe UIVEC et Interchanvre. Donc malheureusement, j'ai bien peur que la finalité elle soit beaucoup moins rose que tout le monde espère. C'est un peu typique, un problème franco-français, quoi, qu'on retrouve cette lourdeur administrative, ce retard même dans l'opinion publique, on pourrait dire. L'opinion publique, il n'y a aucun retard. La France est déjà le premier consommateur européen de produits à base de fleurs de chanvre. Le retard, il se fait seulement avec nos hauts fonctionnaires, nos représentants politiques et surtout les personnes qui essaient de s'accaparer ce marché naissant, quoi. Nous, il y a quelques mois après l'arrêté Canavap, on était vraiment confiants. On pensait vraiment qu'on allait aller vers une réglementation coordonnée des pays européens, vers un marché qui se libère un peu et qui laisse un peu de travail pour les agriculteurs. Et puis là, on est en train de voir ce joli rêve disparaître au fur et à mesure des jours. Il n'y a que l'Europe qui pourrait trancher, quoi, en gros. En gros, ouais, mais après, la France peut quand même prendre des décisions contraires à la voie européenne et payer des amendes comme elle le fait dans plein de domaines. On va peut-être essayer de parler de quelque chose de plus joyeux, hein. On va parler de la plante en elle-même, et notamment de vos modes de culture, vos techniques, vos génétiques, comment vous nourrissez vos plants. Et puis du coup, c'est quoi les produits finaux et les services que vous proposez? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors, à la ferme, on a trois modes de culture différents. On a un premier mode qui nous sert vraiment juste de petit laboratoire test d'expérimentation, où là, on teste vraiment toutes les génétiques, on va dire, légales au catalogue européen. Et là, depuis 2 ans, on a très bien compris qu'avec une génétique qui est faite pour développer de la fibre et de la graine, on n'arrivera jamais à faire une fleur qui soit compétitive avec l'Italie ou la Suisse. Donc, on a encore décidé une fois de passer les droits qu'on avait. Et là, on travaille sur de la génétique. Et là, j'ai une quinzaine de génétiques en cours de développement. Ça nous coûte assez cher pour développer une génétique, hein. On doit faire un paquet d'analyses à chaque fois. Et on commence à avoir des fleurs qui ressemblent à quelque chose. Donc, les années d'avant, on avait planté que des variétés autorisées, que des semences légales, officielles du catalogue européen. Et cette année, on s'apprête à semer nos propres semences qu'on a développées à Pigerolles. On ne vend rien de ce qui sort des containers. On n'est pas bio en plus, comme on est en culture indoor et en pot. Donc ça, c'est vraiment à titre, c'est pour développer les génétiques. Après, on a une culture où on fait de la fleur en plein champ. Donc là, on plante, suivant les variétés, c'est à peu près 1 pied au mètre carré. On a un problème aussi pour rester en dessous de 0,2%. Malheureusement, on ne peut pas nourrir la plante autant qu'on voudrait et on ne peut pas la mettre dans les meilleures conditions. Et si on mettait des engrais spécifiques ou autres, toujours en bio bien sûr, hein, mais même avec ça, on aurait une plante, un produit final qui dépasse les 0,2. Donc nous, ce qu'on fait à la ferme, on a un méthaniseur. Et la seule chose qu'on utilise en engrais, c'est ce qui sort du méthaniseur, c'est le digesta. Et on en met juste avant d'implanter les semis. Et c'est la seule chose qu'on ajoute dans nos champs. Vous arrivez à sortir un produit final, naturel, à 0,2%. Là, le lot de fleurs qu'on a sorti cette année, en moyenne, on est à 0,18% de THC et 5,31 de CBD. Ok. Voilà. Et après, on a un autre mode de culture qui se rapproche plus du chanvre industriel, où là, on va semer 30 kg de graines à l'hectare. Et on a récupéré un
un matériel de récolte qui nous permet de venir couper les 30 cm supérieurs et de récupérer que les plus belles fleurs. Donc ça, on passe au séchoir. On a un séchoir à céréales à la ferme. Donc c'est un séchage quand même qui est assez intensif. On va sécher plusieurs tonnes de chanvre en l'espace de 4 à 5 jours. Et cette matière-là nous sert à faire de la résine, qui est un des produits de base de tous les produits transformés qu'on fabrique. Vous proposez des produits finis que vous revendez, désolé pour les barbarismes anglais, mais B2C, B2B, donc consommateur final et autres entreprises aussi? Consommateur final, on a juste quelques clients qui viennent nous voir à la ferme. Donc quand ils viennent, on leur vend des produits, hein, on va pas les renvoyer. Ils ont les conseils en plus et ils voient comment on travaille. Ça nous permet aussi d'avoir des retours en direct sur nos produits, mais nous, 99,9% de notre activité se situe sur la revente aux professionnels. C'est important ce que tu dis. Est-ce que vous encouragez les gens à venir vous rencontrer à la ferme, à parler avec vous? Ou il faut pas trop les encourager à faire ça? On les encourage pas trop parce que déjà sans les encourager, on a un tas de monde qui vient nous voir. Ah Des ouais, personnes qui des personnes qui souhaitent se lancer, des personnes qui ont des projets, des personnes qui veulent venir voir comment on travaille. Donc, et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, en fait. Que des gens ouais, reviennent voir les fermiers, c'est pas un gros mot. si, il y a pas de. Non, c'est pas une insulte. Donc, non, si, c'est sûr que ça fait plaisir quand tu vois que tu as des gens. Nous, on est au milieu de nulle part, hein, on est vraiment perdus. Pigerolles, c'est un village de 60 habitants. Le village le plus proche, il doit être à 15-20 km. Je viens d'Alsace et pareil, j'habitais dans un petit village, donc ça me parle. Donc, voir des gens qui prennent leur voiture et puis qui viennent à l'improviste nous voir, c'est sûr que c'est cool, mais malheureusement, en ce moment, on est complètement débordé. On n'a pas forcément le temps d'accueillir toutes les personnes qui voudraient venir à la ferme. Après, sur les produits qu'on transforme et qu'on propose, aujourd'hui, on a une gamme qui est quand même assez restreinte. On est sur le développement d'autres produits. Mais pour développer un produit à base de CBD stable, qu'on ait tout le temps les mêmes taux et qu'on ait à peu près tout le temps la même formule, c'est quand même assez compliqué. C'est impossible de tenir une vente avec 30 variétés, 30 références, que tu sois producteur ou pas, en fait. Même, c'est pas tellement, c'est un truc de crédibilité, en fait. Tu peux pas te concentrer comme ça sur pourrir tellement de lièvres à la fois, en quelque sorte, mais faire déjà 3 super bons produits, résine, fleurs, et quelques références qui tiennent la route, franchement, c'est déjà pas donné à tout le monde, hein. Alors moi, je vais être cash, hein, super bon produit, malheureusement, je ne me classifie pas dans cette case-là. On a, jusqu'à cette année, on a travaillé avec des variétés qui ne nous permettent pas de faire des produits qui, à mon goût, sont au top niveau. On a une gamme de produits qui est bio, qui est naturelle, qui a de réels effets. Par contre, sur le goût et sur l'aspect des fleurs, on est encore assez loin de ce que j'aimerais développer. Pour toi, si tu pouvais faire un produit CBD qui te ressemblerait, qu'est-ce que serait la recette finale, en pourcentage, Le pourcentage, pour moi, c'est une vraie hypocrisie, c'est purement marketing. Aujourd'hui, on voit sur le marché un tas d'huiles sublinguales à 20, 30, 40% qui sont faits avec de l'isolate. On a des personnes qui viennent nous voir à la ferme qui nous disent on a essayé ces produits-là, ça nous procure pas énormément d'effets, on n'est pas très convaincus et on vient voir ce que vous faites à la ferme. Donc nous, notre huile sublinguale CBD, on est sur un produit qui contient 2,61% de CBD. Par contre, on est sur une méthode d'extraction complètement naturelle. On est sur une macération. On va venir capter vraiment tous les principes actifs de la plante qu'on va mettre dans notre petite fiole d'huile sublinguale. Et avec un produit qui contient seulement 2,61% de THC, enfin de CBD, pardon, on a des personnes qui reviennent nous voir et qui nous disent mais votre truc, c'est incroyable, on revit,
J'ai des témoignages qui sont assez touchants. Là, le dernier en date, c'est une personne qui m'envoie, j'avais une huile 35%, ça m'a rien fait. J'ai essayé votre huile, ça fait 3 semaines que je l'utilise, et là, depuis 2 jours, j'ai recommencé à marcher, à faire du vélo. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Donc en fait, toi, ton produit idéal, ton produit de rêve, c'est pas tellement un pourcentage, c'est juste de pouvoir travailler la plante tranquillement. C'est plus une question de législation, comme on disait avant, plus que de technicité, en fait. Moi, mon produit de rêve, c'est un produit que je vends à un client. Le client revient, me dit, ton produit me fait un effet, je vis beaucoup mieux. C'est pas comme tous ceux qui sont, enfin, comme la plupart de ceux qui sont lancés dans le business et qui disent, ce produit-là me rapporte, je suis content, je continue de le faire. On n'est Mhm. pas du tout dans cette logique-là. Mais donc quelque part, t'en es pas si loin du produit idéal que tu aimerais vendre. Sur l'huile sublinguale, j'ai deux, trois produits dont je suis très fier, dont Ok, on est vraiment très content. On a l'huile sublinguale, on travaille deux formulations, une avec du CBD, une avec du CBG. On est au top. On peut toujours s'améliorer, on va le faire, mais je suis déjà très très content de ce produit-là. On a un autre produit qui est complètement hors du commun. On travaille une fleur de chanvre cristallisée. Donc, comme on peut travailler un fruit confit. On va faire un sirop de sucre. On va faire tremper nos fleurs de chanvre dedans. On les fait sécher. On les refait tremper. On les fait sécher. Et on fait ça génial. pendant à peu près, suivant les fleurs, 10 à 15 jours jusqu'à temps que la fleur soit complètement cristallisée. C'est une fleur qui va se manger directement. Et c'est un produit qui peut permettre à des personnes qui n'ont pas envie de préparer une tisane, qui n'ont pas envie de faire aucune préparation, de prendre une dose de cannabinoïdes qui va les soulager. J'en ai l'eau à la bouche. Ouais, Donc, pareil, tu m'as fait rêver là. c'est un produit qu'on est très très content d'avoir développé. Après, on a toute notre gamme d'infusions qui marche très fort aussi, sur lesquels on a des super retours. Par contre, les produits moins travaillés, comme la fleur ou la résine, là, avec d'autres variétés, on pourra faire un travail qui sera beaucoup plus à mon goût. On a une fleur, on a travaillé principalement de la Carmagnola, la variété traditionnelle italienne, mais on a une fleur qui n'est pas très dense, qui n'a pas des arômes de folie, et on reste dans des produits qui sont plus typés vraiment chanvre agricole que vraiment ce qu'on peut trouver en Suisse ou en Italie. Tout à l'heure, tu parlais de génétique et tu disais que vous alliez finalement bosser avec vos propres génétiques. Comment ça se passe en fait au niveau des variétés autorisées en France comme en Europe en fait? Comment vous faites pour là demain si la ferme de Pigerolles développe des variétés qui sont censées passer, comment vous les faites enregistrer? J'imagine il y a des contrôles, il y a des tests. Bah, nous, depuis le début, on est militants. On a pris beaucoup on va dire, de choix qui nous ont fait être hors la loi. Et là, dans cette démarche-là, on continue et on assume totalement que nos génétiques ne sont pas reconnues, ne sont pas inscrites, et on va quand même travailler avec. Et après, comme je le dis et je le répète, qu'on vienne nous embêter à la ferme et on saura quoi répondre et quoi faire. C'est incroyable parce qu'en plus, la finalité de votre combat, c'est de faire du bien-être et en fait, c'est complètement. Ouais, incompréhensible. Mais il faut savoir, en plus, aujourd'hui, il y a comme un monopole d'Empit en France. Empit, c'est l'un des plus gros semenciers mondiaux qui fournit une majeure partie des semences qui sont cultivées dans le monde entier. Empit s'est débrouillé avec les autorités françaises pour limiter le catalogue français à ses propres graines. Donc, quand on appelle le ministère de l'Agriculture, on lui demande quelle variété de chanvre on peut cultiver en France, il va nous donner seulement le catalogue d'Empit. Par contre, d'un autre côté, nous, on est enregistré à la PAC, la politique agricole commune européenne. Et quand je fais ma déclaration sur mes variétés de chanvre, j'ai accès à un catalogue européen. Ce catalogue européen contient plus de 70 variétés. Et déjà, la France me restreindrait à une seule variété dioïque. Toutes les autres variétés, ce sont des variétés monoïques, donc pour faire un gros rendement en graines.
mais qui sont pas du tout adaptés pour faire de la fleur, c'est impossible. Et donc, ça veut dire qu'en France, si je veux faire de la fleur de chanvre, je serais obligé de travailler la Dioica 88. La Dioica 88 ne convient pas du tout à mon terroir. C'est une plante qui met très longtemps à mûrir. La récolte se fait quasiment mi-octobre. Et moi, mi-octobre, si je laisse mes plantes dans mon champ, je vais ramasser que de la moisissure. Je vais ramasser aucune fleur. Donc déjà, on a un gros problème de législation et de lobbying qui a été fait par MPIT, qui est vraiment, je le dis et je l'assume, hein, MPIT Interchanvre, on est sur une mafia française. Et je vois pas pourquoi on serait obligé de respecter ce catalogue quand on a des variétés qui viennent d'Italie et de Suisse qui ne respectent pas ce catalogue et qui sont vendues en France de manière légale. Donc nous, on a décidé de travailler aussi nos propres génétiques. On a travaillé des croisements, on a travaillé un tas de choses. Alors, pour pas être emmerdé par MPIT, parce qu'on sait très bien qu'ils nous ont à l'œil et qu'ils nous surveillent, on n'a pas du tout travaillé sur la Dioica 88, mais par contre, on a travaillé sur toutes les autres génétiques qu'on avait en notre possession. Nous, on a eu le représentant d'MPIT, je le cite bien, hein, Monsieur Borderieux, qui nous a dit que les chanvriers traditionnels qui semaient 40 kilos de graines à l'hectare, c'était des vrais chanvriers, et que nous, qui semions un pied au mètre carré, on était des délinquants. Ouais, on marche vraiment sur la tête. Tu vois, moi, je suis au Portugal, en fait. Le Portugal, il prend clairement le large. Et c'est incroyable de voir la différence, quoi. Mais c'est des projets qu'ils ont lancés il y a quelques années déjà. Ils ont changé leur angle de vision sur le cannabis ça fait déjà quelques années. Je suis allé au Portugal pour aider au développement d'un site de production de cannabis thérapeutique. Ils ont changé de nom, je crois que c'est Green Forest aujourd'hui. Et donc, on leur a filé un sacré coup de main sur l'installation des cultures. Et ça va être ma prochaine question, parce que là, en avril, on va avoir du THC en pharmacie, nous. Donc, c'est quand même une révolution. Je vais mettre un bémol là-dessus, hein. Nous, en Creuse, on était censé avoir depuis 3 ans, via le plan particulier pour la Creuse qui nous a été gentiment offert par Macron, devait donner l'autorisation de cultiver des plants de cannabis thérapeutiques, donc qui contiennent du THC. Si demain le THC était légal et tout, est-ce que vous en feriez là-dessus? Et je voulais avoir ton avis sur la législation actuelle, comment elle est sur le THC. Est-ce que tu penses que là aussi, il y a une hypocrisie ou pas? Nous, ça fait plus de 3 ans qu'on se bat pour monter une filière de cannabis thérapeutique en Creuse. On a loué un ancien site militaire complètement sécurisé avec une rangée de 3 clôtures, un bunker avec des accès complètement contrôlés. Le projet s'appelle Canapole. On s'est allié avec une quinzaine d'entreprises qui sont toutes leaders dans leur domaine, des entreprises françaises qui aujourd'hui sont obligées de travailler aux États-Unis, en Israël, au Canada. Ces personnes-là voulaient se relocaliser sur une activité française, venir créer de l'emploi et ramener le savoir-faire en France. Et depuis 3 ans, on se voit complètement bloqué. On nous avait proposé de fournir l'expérimentation, d'être prêt pour l'expérimentation. Aujourd'hui, l'expérimentation a démarré et on n'a encore aucune autorisation de culture sur notre site. On voit qu'un de nos partenaires qui était Centrelab, un labo de Guéret, qui lui a obtenu des lots pour l'expérimentation, aujourd'hui se fournissent en Australie à une société qui s'appelle Little Green Pharma, qui achète ces produits au Canada et qui sont revendus par le labo de Guéret. Donc on marche sur la tête. On est en train déjà de laisser se positionner des entreprises étrangères en France. Et quand on va ouvrir l'expérimentation, il n'y aura aucune place pour une filière française. Tous les postes auront déjà été pris. Donc l'expérimentation, très bien. Déjà sur 3000 patients, je trouve ça un peu triste. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont en souffrance et qui auraient besoin de ça en France. 2 ans, c'est long aussi. On va laisser 99% de personnes souffrir encore pendant ces 2 ans avant de l'ouvrir un peu plus.
Et un produit étranger, on marche sur la tête. On voit que Tilray, qui a reçu des lots pour l'expérimentation, la première fourniture qu'ils ont fait, on leur a refusé tous leurs lots parce que les bouchons fuyaient. On est sur une situation où en France, on a le savoir-faire. On a vraiment les personnes les plus calées dans le cannabis, malgré que ce soit interdit, elles sont françaises. Elles vendent leur savoir-faire et elles développent des sociétés étrangères, que ce soit sur le thérapeutique ou le bien-être. Qu'on est en train de faire, en fait, on est en train de priver la France d'un revenu non négligeable. Et c'est comme si on était en train de tout faire pour que les produits, les pays étrangers se développent en vendant des produits en France. Selon toi, la législation actuelle, du coup, est-ce qu'elle va avoir la chance de voir la lumière ou on va rester dans l'ombre? Eh ben, ce qui va se passer, c'est que pendant 2 ans déjà, on a été exclu de l'expérimentation. Il y a un texte de loi qui est passé pour l'expérimentation qui interdit aux producteurs français de participer à l'expérimentation. Donc déjà, pendant 2 ans, on va aller obligatoirement sur des productions étrangères. Et là où c'est très vicieux, c'est que l'ANSM a demandé que l'expérimentation se fasse à titre gracieux. C'est-à-dire que les labos qui fournissent les lots les fournissent gratuitement pour l'expérimentation. Est-ce que vous croyez honnêtement qu'un groupe comme Tilray, un groupe comme Boiron ou autres vont fournir pendant 2 ans des produits gratuitement et qu'au bout de 2 ans, on va leur dire bon, vous laissez votre place et maintenant on met une filière française? Bien sûr que non. Donc les personnes qui ont été retenues pour l'expérimentation, on peut être sûr à 95% que ce seront les personnes qui détiendront le marché du cannabis thérapeutique quand il va s'ouvrir. Ouais, et puis au pire, ils vont vous laisser les miettes, quoi. Nous, on a même, je vais le dire, hein, on va être cash et on va rien cacher. Nous, sur le projet Canapol 23, on a les Australiens de Little Green Pharma qui sont arrivés sur notre site qu'on défend depuis plusieurs années et qui nous ont dit, eh ben, le projet, c'est nous qui allons le mener. On va vous donner un petit pourcentage et c'est nous qui nous démerdons pour faire la production et on est parti comme ça. Je leur ai demandé s'ils voulaient mourir, quoi. C'est fou d'avoir besoin d'en arriver là. Là, il y a tout le monde entier qui est en train de se positionner sur le marché français. Et malheureusement, comme on sait si bien le faire en France, on va laisser s'installer les entreprises étrangères. Et quelque chose qui aurait pu profiter à l'économie locale et nationale, et on va le mettre de côté au profit, soi-disant, d'une sécurité, parce qu'on a peur de ce THC qui fait super peur. On distribue des médicaments à base d'opium dans toutes les pharmacies. Les cultures d'opium sont en plein champ, il y a juste une clôture autour, et là, ça gêne personne. Mais là, on parle de cannabis et on rentre dans un imaginaire collectif qui fait peur à tous nos dirigeants, et on n'avance pas, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'à la ferme de Pigerolles, vous faites du woofing? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça consiste en quoi? Bah déjà pour ceux qui connaissent pas. Et puis du coup, peut-être comment une journée type d'un woofer se déroule à la ferme de Pigerolles? Alors, pour le woofing, on continue dans ce qu'on sait très bien faire. On marche sur la législation. Les woofings, en France, on n'est pas reconnu. C'est considéré comme illégal, mais c'est toléré. Donc, nous, il y a des personnes qui nous contactaient de la France entière et même de l'étranger pour venir voir comment on travaillait, qui s'intéressent de très près à la culture de chanvre, à fleurs, qui veulent se lancer, mais qui ont besoin quand même, à un moment, d'être dans une structure qui pratique déjà cette culture pour éviter de faire des erreurs quand ils vont se lancer. Donc, on était harcelés de demandes. C'était plusieurs demandes par jour qu'on reçoit par mail ou par téléphone. Donc, on a décidé d'ouvrir les portes de la ferme et de permettre à quelques personnes. Alors, bien sûr, on sélectionne, on ne peut pas tout le monde, malheureusement, on ne peut pas. Donc, ces personnes-là viennent à la ferme. Le principe du woofing, c'est d'être nourri, logé, en échange d'un service à la ferme et d'une transmission de connaissances. Donc, la journée type qu'on fait en woofing, le matin, les gens viennent à la ferme avec moi.
et on passe la matinée à faire les différents travaux qu'on a à faire pour la culture de chanvre. Donc l'hiver, ça se situe plus sur de la transformation et le travail de génétique. Et l'été, on est plus sur la production de chanvre et toutes les étapes à faire pour réussir la production. Donc suivant ce que les gens veulent apprendre, on les met sur un créneau qui leur permette d'acquérir les connaissances où ils veulent s'améliorer. Et en général, donc on mange tous ensemble à la ferme le midi. Nous, on avait un resto qui est fermé. Du coup, c'est un resto privé. Il y a que, il y a que les gens de la ferme qui mangent. Et après, l'après-midi, on fait des échanges, discussions, vraiment lever les points qui sont pour eux les plus importants. Et même après, une fois qu'ils sont partis de la ferme, on continue toujours à être en contact avec eux et on les accompagne sur les démarches à faire. En dehors du woofing, moi j'ai cru comprendre que vous étiez sur pas mal de plans différents. Environnement, cause animale, événements musicaux et d'animation. Et il paraîtrait même qu'en hiver, vous avez déjà fait station de ski. Tu peux nous en dire plus? Ouais, alors à la ferme, là, on est quasiment à 900 mètres d'altitude. On a toutes les pistes qui servent aux agriculteurs pour aller dans les champs et pouvoir travailler leurs terres. Quand il y a la neige dessus, elles sont pas praticables. Et du coup, ces chemins-là servent de station de ski de fond. Donc, mon associé a une association qui permet la location de ski. Et on a des gens qui viennent à la ferme, qui viennent louer des skis et qui font le tour des pistes en ski de fond ou en raquette. Après, sur l'événementiel, donc tout ce qui est concert et tout, malheureusement, ça fait longtemps qu'il n'y a rien eu à Pigerolles. Mais il est vrai qu'au restaurant, il était organisé des soirées, repas, concerts. Donc, pas des trucs à 10 000 personnes, hein, dans un cercle très, très restreint. Il y a un sujet qu'on aimerait bien aborder parce qu'il revient sans arrêt, des grands débats des groupes CBD et tout, les taux de CBD, CBDA, THC, THCA, les ratios de CBD, THC. Alors là-dessus, hein, je vais être clair avec une position vraiment tranchée. Je me suis pris la tête avec énormément de gérants de CBD shop ou de sites e-commerce. Et il n'y a pas que la question des taux. J'aurais une autre question aussi où il est important qu'on lève le point et qu'on le fasse une bonne fois pour toutes. Pour rester sur les taux, on a une génétique qui doit être à 0,2% de THC et on a un lien naturel entre le THC et le CBD. Sur des génétiques catalogues autorisés, donc de chanvre industriel, on arrive très très difficilement à dépasser les 6% de CBD pour une fleur à 0,2%. Après, en Suisse et en Italie, qui représentent aujourd'hui la majeure partie du marché de la fleur et des produits CBD, on a des génétiques qui sont autorisées à 0,5 ou 1% pour la Suisse. Sur une génétique à 1%, on peut facilement monter à 20%, 25% de CBD. Sur une génétique à 0,5, on peut très facilement aussi aller à 15%. Pour vendre les génétiques sur le marché français, on va appeler ça les fleurs watchées. Donc des fleurs qui sont passées au solvant. Dans la majorité des cas, ce qui coûte le moins cher pour abaisser une fleur, c'est l'éthanol. Très très peu de gens utilisent le CO2 qui est un tout petit peu plus sain. Donc on va passer notre fleur à l'éthanol et on va la descendre complètement en taux de THC pour la redescendre dans la règle française en dessous de 0,2%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on nettoie une fleur, on ne va pas enlever que le THC, ce serait trop beau. On va enlever aussi le CBD, on va enlever le CBG, on va enlever le CBN, on va enlever le CBC, on va rabaisser tous les cannabinoïdes qui sont contenus dans la plante. On va aussi nettoyer les terpènes, c'est-à-dire que quand on sort notre fleur du processus de nettoyage,
c'est presque comme si on se retrouvait avec un bout de carton. Il ne va pas lui rester grand-chose à la fleur. Et après, l'étape suivante, qui est encore bien sympa, comme aujourd'hui on assiste à une course auto de CBD ou une course auto d'autres molécules, on va reprendre la molécule sous sa forme isolate. Donc on va repulvériser cette molécule sur la plante pour atteindre des taux qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des boutiques à 15, 20, on a même qui t'annonce du 25, 30% de CBD. Donc là, on est sur une plante qui n'a plus rien de naturel. Et comme elle a perdu son odeur aussi, on va lui repulvériser un petit coup de terpène. Dans le meilleur des cas, on est sur un terpène naturel. Donc pour faire un terpène naturel, on va par exemple, ils veulent te faire une fleur OG Kush. Donc ils vont envoyer la vraie OG Kush dans un laboratoire d'analyse qui va définir les taux de chaque terpène qui sont pris dans la plante. En gros, on va reprendre les 10 principales. Donc, on va aller chercher le limonène dans du citron, le pinène dans du pin, ainsi de suite. Et on va nous reconstituer un espèce d'arôme qu'une fois qu'on aura mélangé au même taux que l'analyse, qui va à peu près avoir la même odeur que la fleur qu'on veut synthétiser. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a fait aussi descendre tous les autres taux de cannabinoïdes. Et là, on ne va rien rajouter dessus. Donc, quand on voit sur un site ou dans une boutique une fleur au-dessus de 10%, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de fuir et de ne surtout pas acheter ce produit, quoi. Peut-être que dans 3, 4, 5, 10 ans, on aura évolué sur les génétiques, qu'on arrivera naturellement à faire ces taux de CBD en restant dans les normes. Mais aujourd'hui, la génétique disponible, aucune fleur naturelle ne peut dépasser les 10%. Ça confirme déjà ce qu'on pensait et puis ce méga cache-cache des analyses que les marques et que tous les shops jouent. Il y a 3 possibilités. Quand on voit une analyse qui donne un taux de CBD à par exemple 15%, la première possibilité, c'est celle que je viens de dire. Donc, on va avoir une fleur rabaissée qui après va être pulvérisée. Donc là, on est sur une fleur qui, je vais le dire et je l'assume complètement, qui n'est pas saine à la consommation. L'isolate de CBD ne se fume pas. C'est un irritant pour les bronches. On est sur un produit qui est très très mauvais pour la santé. Après, on a un autre cas. Ça va être tout simplement le Photoshop. On prend une analyse qui va arriver à 0,15% de THC et 4% de CBD. On va juste remettre un petit 1 devant le 4 et on va la vendre à 14% parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre, c'est les taux et que la plupart des boutiques en ont rien à foutre de se moquer des clients. Donc ça, c'est la deuxième solution qui, pour moi, est la moins dangereuse. On est sur une pratique commerciale trompeuse, mais on n'est pas sur un danger pour le consommateur. La troisième solution, on commence à la voir de plus en plus. Les gars, ils s'emmerdent même plus à nettoyer les fleurs. Ils vendent sur le marché des fleurs qui sont à 1% de THC et qui auront du coup vraiment les 15% de CBD qu'ils disent. Par contre, où on a trompé les gens, c'est sur le taux de THC. Et là, les producteurs qui font ça font prendre des risques aux personnes qui revendent ces produits-là, qui risquent d'être traduits en justice pour trafic de stupéfiants. Et si les produits viennent d'Italie ou de Suisse, c'est trafic international de stupéfiants. Et là, les boutiques risquent vraiment très très gros. Alors, comme je l'ai dit, je le répète, hein, là je parle à aujourd'hui. Peut-être que demain, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura des breeders qui auront fait un très très gros travail et qui seront arrivés à développer des génétiques au-dessus. Est-ce que ce serait pas plus simple que l'Europe harmonise tout à 1%, comme ça en plus vous êtes aligné sur la Suisse et il n'y a pas de concurrence déloyale? C'est compliqué à dire. La vraie solution, elle est là d'un côté, et elle n'est pas là de l'autre. Aujourd'hui, on a aussi un test salivaire qui est très très réactif. Et avec 1%, on a quasiment toutes les personnes qui consomment du CBD qui se feraient retirer le permis. Donc, on a besoin d'une évolution beaucoup plus globale
que juste augmenter le taux de THC. Ouais, c'est ça en fait, l'augmentation à 1%, on l'a déjà dit dans le podcast précédent avec iSticky, en fait, c'est pas parce qu'on passerait du jour au lendemain à 1% que d'un coup, tout le monde, on serait dans un marché de concurrence pure et parfaite ou avec des éléphants roses et des papillons, quoi. On a un tas de choses à faire évoluer. Donc nous, bien sûr que si on veut être compétitif sur le travail qu'on fait à la ferme, on a besoin d'un pourcentage de THC qui soit un peu plus haut. Quand on travaille, par exemple, sur de l'extraction de résine, bah, malheureusement, avec mes génétiques à 0,2, je vais récupérer, pour la même surface cultivée, je vais récupérer beaucoup moins de matière qu'un Italien qui va faire exactement le même travail que nous. Donc, pour un produit français, on sera toujours moins compétitif qu'un produit étranger aujourd'hui. Je voulais reparler vite fait des taux, parce que sur les quelques analyses qu'on arrive à avoir des marques ici et là, des fois c'est le taux de CBD qui est élevé, et des fois c'est le taux de CBDA. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est le moment où ils ont fait l'analyse ou autre, tu vas me dire? Non, c'est juste la méthode d'analyse qui fait ça. Donc en fait, il faut savoir que dans la plante, à l'état naturel, on a très peu de CBD, très peu de THC, très peu de CBC. On retrouve dans les plantes toutes les molécules sous leur forme acide. Donc on va retrouver le CBDA, le CBGA, le THCA. Et c'est une fois qu'on a passé l'étape qu'on appelle l'étape de décarboxylation. Donc la décarboxylation, en chauffant le cannabis, on va transformer les molécules acides en molécules actives. Et c'est donc tu as des laboratoires quand tu envoies un échantillon qui vont pas décarboxyler, qui vont envoyer directement la plante telle quelle en analyse. Donc là, on va avoir un taux de CBDA, un taux de CBD, un taux de THC, un taux de THCA, ainsi de suite. Pour faire le calcul, c'est pas compliqué. Il y a une formule qui est reconnue. On prend 0,877 fois le CBDA, on ajoute le CBD et c'est ça qui nous donne le total CBD. Quand on fait la décarboxylation, on a directement le total CBD à l'analyse. Quand on ne fait pas la décarboxylation, il faut faire ce calcul pour avoir le taux total de CBD. Sur les analyses, malheureusement, on est sur quelque chose de très contestable. Moi, par exemple, si j'ai envie de tricher, je prends une fleur, je pulvérise un petit peu de CBD isolate, j'envoie ça au laboratoire et le laboratoire va me dire dans ta fleur, il y a 0,18% de THC et tu es à 12% de CBD. Ce qui ne sera pas du tout représentatif du lot que je vais mettre en vente sur le marché. Donc, je pense qu'on a quelque chose de vraiment plus compliqué à gérer là-dessus. Peut-être que le laboratoire devrait venir sur place et lui choisir un lot dans un échantillonnage, enfin prendre un échantillonnage dans le lot complet, faire plusieurs analyses et faire une moyenne. Moi, aujourd'hui, sur ma production, si j'analyse la grosse bud principale du haut ou si j'analyse la petite bud d'en bas, je ne vais pas avoir du tout le même taux. Donc, une analyse n'est pas du tout représentative d'un lot qui est mis sur le marché. On peut vraiment, on lui fait dire ce qu'on veut à une analyse. Si je sais que je suis trop en THC, je passe un tout petit coup de pollinator ma fleur, je vais envoyer cette fleur-là et puis je vais bazarder un lot qui sera à 0,25% de THC, mais mon analyse que j'ai envoyée me dira que je suis à 0,15. Est-ce que c'est normal, j'ai entendu ça à plusieurs reprises, qu'il y ait des laboratoires européens, suisses ou ailleurs qui, moyennant finance, faisaient des modifications sur les analyses pour pas que tu aies à les photoshopper toi-même? Ça, c'est comme partout, hein. Il y a de la corruption, il y a de la magouille. Et malheureusement, c'est le monde qui est fait comme ça et on va pas revenir dessus. Oui, c'est une pratique qui se fait. Tu as des labos qui sont vraiment pas sérieux. Tu leur envoies un échantillon, tu leur envoies même pas d'échantillon, tu leur envoies un chèque, tu leur demandes un taux et ils vont te sortir une feuille avec ce taux. On a besoin de mettre aussi un cadre dessus pour avoir quelque chose qui soit
beaucoup plus sain et beaucoup plus représentatif des marchandises qui sont mises sur le marché. Ça me fait me poser une question, et ce serait peut-être un peu même en guise de conclusion, mais est-ce que tu penses qu'un marché normé, ça va arrêter tout ça, ou est-ce que de toute façon, c'est... De mettre des normes, ça n'a jamais rien changé à n'importe quel business. Ce qui va faire changer le business et ce qui a fait changer tous les business, ce sont les contrôles. Est-ce que tu peux nous dire trois mesures ou trois choses, en tout cas, qui changeraient radicalement votre business, vous, en tant que, là, demain, trois choses qui feraient que, voilà, vous pourriez bosser dans des conditions idéales? La première, c'est d'avoir, comme vous le disiez, c'est d'avoir une réglementation sur les produits à base de CBD, une réglementation claire et harmonisée au titre européen. Ça, c'est déjà la première chose. Et derrière, on a besoin d'organismes spécialisés qui savent de quoi ils parlent, qui soient là pour aller faire des contrôles dans les sites de production, dans les sites de transformation et où on revend les produits. Sans contrôle, on n'arrivera jamais à avoir quelque chose où les gens ne trafiquent pas. Malheureusement, c'est la nature humaine. On a besoin d'avoir la peur du contrôle pour faire les choses dans les règles et qu'on ne veuille pas fermer. Après, la troisième chose qui serait pour moi indispensable, on a des députés qui ont fait un très très gros travail avec la mission d'information parlementaire sur les différents usages du cannabis, qui a traité le volet chanvre bien-être pendant des mois. À la ferme, mon associé est monté au Parlement et a été entendu comme expert sur la partie culture. Les députés ont sorti un rapport avec différentes mesures dedans à prendre pour une évolution du marché. Et je pense que toutes les mesures qui ont été écrites dans ce rapport sont indispensables Ah, on l'a vu, pour on l'a que le vu. marché français vraiment aille vers une évolution et qu'enfin on ait une vraie filière française. La traçabilité, la qualité, toutes les normes, les appellations. On peut très bien avoir une appellation comme sur le vin ou autre. Dans le cannabis, on est sur un produit de terroir. Donc c'est quelque chose qu'on sait très très bien faire. Mieux que tous les pays du monde. On a vraiment une excellence dans ce domaine. Et si on arrive à mettre tout ça en place sur notre plante qui est le cannabis, on avancera réellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter dont on n'a pas parlé peut-être éventuellement? Ouais, j'aimerais bien parler de l'appellation biologique. Aujourd'hui, on voit sur le marché un tas de personnes qui nous vendent des produits dits biologiques. Ces personnes n'ont jamais eu un certificat biologique entre les mains, ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils confondent carrément une culture organique et un label biologique. Il y a un gros problème à ce niveau-là. On est sur une vraie tromperie pour le client. Organique ne veut pas dire biologique. Biologique, ça veut dire que tu as été cultivé, que tu as tout cultivé en organique et que en plus de ça, tu as payé un organisme certificateur qui est venu contrôler tes étapes de production, tes étapes de transformation et qui valide les process qui sont reconnus comme biologiques. Aujourd'hui, on voit des gars qui font de la culture indoor, donc en placard, en pot. Ils utilisent des engrais organiques et ils te mettent le label biologique sur leurs produits. Donc là, on est vraiment sur quelque chose aussi qu'on a besoin de contrôler. On est réellement sur une concurrence déloyale. Nous, pour rien cacher, on paye 1 000 € par an un organisme certificateur. On a 2 contrôles dans l'année, un inopiné et un qui est prévenu. Pour le contrôle prévenu, ça nous demande plusieurs jours, voire plusieurs semaines de préparation, parce qu'on doit leur préparer toute la comptabilité, on doit leur préparer un tas d'échantillons. Ils vont nous demander tel engrais qui vérifie la composition, telle nourriture qu'on donne à manger aux vaches, et on doit leur fournir vraiment tout. Donc Ouais, ça a vraiment un coût sur l'exploitation et qu'on est obligé derrière de répercuter
sur le produit final. Sinon, on s'en sort pas. Et quand tu vois des gars qui font aucune de ces démarches et qui répercutent le coût du produit final sur le consommateur, on est vraiment sur quelque chose où il faut aussi qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. C'est pas que propre au cannabis. Les abus sur le bio, il y en a dans tout, mais c'est encore plus probant pour le cannabis, ouais. Tu as des gars qui jouent sur les mots, donc ils vont faire de la culture bio. Ils auront leur label bio pour faire leurs tomates, pour faire leurs carottes et tout. Et puis le cannabis, ils te le font en indoor avec des engrais et des conneries. Et puis quand ils envoient leurs produits, ils t'envoient le truc comme quoi ils sont bio, mais nulle part tu vois marqué chanvre, cannabis ou quoi que ce soit, quoi. Et comme les revendeurs ne connaissent pas du tout les normes, la plupart se font berner et te vendent un produit bio qui n'est pas. En plus, il y en a même qui poussent le vice à s'appeler La Ferme aussi. Celui-là, je vois très bien de qui tu parles. Je l'ai épinglé sur une de mes publications. Les gars s'appellent La Ferme. Ils ne vendent aucun produit qu'ils cultivent eux-mêmes. On est sur des taux qui sont complètement mensongers. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite par 60 millions de consommateurs. C'est le seul mec qui s'est fait épingler avec un taux supérieur à 0,2% de THC. Mais du coup, niveau analyse, contrôle, réglementation, l'idéal ce serait qu'on aille vers un modèle comme en Californie, etc. où vraiment il faut une licence pour chaque étape, que ce soit la production, la vente, etc. Et ils ont des contrôles à tout bout de champ. Licence, pas obligatoirement. Moi, je suis pas pour alourdir encore la paperasse qu'on a besoin, payer pour se lancer. Il y a des petits gars qui ont 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés qui veulent se lancer. Il faut pas alourdir encore toutes les galères qu'on a. Par contre, il faut contrôler. Moi, je suis pour une vraie ouverture. Celui qui veut se lancer, il se lance. Il s'inscrit à la Chambre de l'agriculture. Il lance sa petite exploitation. Et il n'y a rien à lui demander de plus. On est sur une matière agricole. On n'est pas sur quelque chose qui doit être plus réglementé qu'une matière agricole. On doit avoir la même réglementation pour le maïs que pour le chanvre. C'est limpide, hein, le message est clair et il fait beaucoup de sens. On doit avoir une évolution de la législation si on veut pouvoir travailler en France. C'est que moi, par exemple, quand je fabrique mon huile sublinguale, je vais d'abord passer par une extraction de la plante. Donc, on fait une extraction complètement naturelle, hein, on utilise le pollinator. Donc, pollinator, c'est la même chose en automatique que la méthode traditionnelle marocaine où on va taper sur des tamis. Quand je récupère cette résine, je suis bien au-dessus des 0,2% de THC. Donc, il y a un moment où dans ma transformation, je vais travailler une matière qui est considérée comme matière stupéfiante en France. Et si j'ai un contrôle au moment où je fais cette transformation aujourd'hui, il y a des risques qu'on soit mal. On a besoin dans les sites où on fait de la transformation d'avoir une dérogation ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour avoir le droit de travailler ces matières. Je pense qu'on n'a rien oublié. Écoute, c'est à ta liberté. Si tu veux encore rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, merci. On est super fiers de donner la parole à des gens comme vous. Nous, c'était un peu le but du podcast et de ce deuxième épisode aussi. On veut continuer à donner la parole aux gens qui font, en fait, entre guillemets. J'espère que ça trouvera les oreilles qu'il faut parce que je pense que tu as dit des choses importantes et c'est vraiment cool que ce soit dit. Il y a besoin de les dire. Nous, ces choses-là, on les dit depuis des années. Malheureusement, on a un peu l'impression de parler dans le vent quand on voit le marché aujourd'hui, comment il s'oriente. Nous, on est dans la filière depuis ses balbutiements et on milite vraiment pour une production naturelle et de terroir. Est-ce que vous avez des trucs dans le tube, des petites nouveautés ou des choses que vous allez faire sans même les dire, mais est-ce que vous allez continuer à étendre votre gamme? On a plusieurs produits qui sont en préparation. Là, on est encore sur les phases test et aussi sur des phases de dégustation au plus large public possible pour avoir un maximum de retours et améliorer encore les recettes. Mais on devrait,
sortir assez régulièrement un nouveau produit dès qu'il sera au top. On met pas un produit en vente avant qu'on soit complètement satisfait de ce produit-là. Pour aller, on va même aller un petit peu plus loin. Là, on est en train d'avoir un nouveau partenaire qui va venir nous rejoindre à la ferme, qui va s'installer avec nous, qui lui est cuisinier pâtissier et qui va essayer de nous développer quelques recettes à manger à base de CBD. D'un autre côté, on est en partenariat, ça c'est le seul produit qu'on va pas fabriquer de A à Z à la ferme. On est en partenariat avec un laboratoire de cosmétiques qui ne travaille que des extraits naturels et tout en biologique, pour essayer de développer une toute petite gamme de 2-3 produits cosmétiques. Jérémy, merci à toi. Merci de nous avoir accompagnés jusque-là. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là ou même avant. Et puis, on se retrouve tous pour un prochain épisode des podcasts producteurs. Ouais, merci à tous. Salut. Salut.